Donc, Shalom, on est parachat Vaishlach et on va commencer, comme je l'ai indiqué. Ça va pas être forcément une série aussi longue qu'on a pu faire sur la Tzniout, mais un certain nombre, encore une fois, de points et de paramètres, Bezrat Hashem, sur la question du Chinuch, comme j'ai dit, pour la Torah et les Mitzvot. On va essayer de voir justement quelques implications et j'ai envie de dire quelques implications aussi pratiques. Okay? D'abord, comme d'habitude, un petit commentaire sur la paracha de Vaishlach du Rav Shlomo Aviner, okay, qu'on peut voir justement dans la paracha, quelque chose qui touche justement le couple. Et le Rav dit comme cela. Yaakov Avinu, okay, les Zahar Minatzvuim, de faire attention encore une fois aux hypocrites. Et ça, c'est quelque chose que j'ai souvent évoqué. Avec tout l'amour qu'on a pour le Ham Israël, il faut être conscient qu'on ne veut pas rentrer n'importe qui chez soi. C'est-à-dire, il ne faut jamais perdre au bout du compte de vue le cheminement, les valeurs que vous défendez justement à la maison. Je ne sais pas si Ethan il a pu rentrer ou pas. Admit. Hop, yofi. Donc, comme je disais, dans la paracha de Vaishlach, sur ce rapport, encore une fois, aux hypocrites, aux gens qui, au bout du compte, ont des comportements, ont des valeurs qui peuvent être problématiques. Et justement, eh bien, nous ramène le Rav Aviner cela de la paracha de cette semaine. Yaakov Avinu, Nilcham ima ish, veyavek ish imo. Nous sommes justement dans ce combat. Tzad echad, waya adam ra, shenilcham im Yaakov Avinu. Cette personnalité, qui est l'ange de Esav, je vous rappelle, elle se bat avec Yaakov durant toute la nuit. Et Tzad sheni, nirelo kemalach. Alors, est-ce que c'est une personnalité qui est problématique puisqu'elle se bat avec Yaakov, ou alors, au bout du compte, elle est comparée à un ange, okay? Un envoyé d'Akadosh Baruch Hu, qui raïti Elohim, il a vu Dieu. C'est une controverse chez nos Chachamim sur le fait que justement, nirelo kelistim, venirelo ketalmid chacham. À la fois, on a cette réalité de quelqu'un, même si évidemment c'est un combat pendant toute la nuit avec un ange, ce n'est pas avec une personne réellement physique. Il n'empêche qu'on a l'impression, est-ce qu'il a en face de lui quelqu'un de profondément méprisable ou au contraire un Talmid Chacham. Difficulté, puisqu'encore une fois, les deux sont incomparables. Baruch Hashem. Kashia. Keitzad Adam. Comment est-ce qu'au bout du compte, un homme peut le'erot gam kelestim et gam ketalmid Chacham? C'est pas possible. מסבירים תלמידי הגאון מווילנה שעלו לארץ באחד מספריהם כי היה ליסטים מבפנים ותלמיד חכם מבחוץ. Il n'y a rien de plus dramatique, encore une fois, que cette incohérence. Quelqu'un qui, au bout du compte, apparaît comme étant justement profondément problématique à l'intérieur, mais à l'extérieur comme un grand talmid chacham. D'accord? C'est-à-dire qu'il a un chapeau ou il a une kippa, peu importe comment ça a l'air, une grande barbe, mais en fait, il est quelqu'un de profondément problématique. Et évidemment, voilà le plus grand danger auquel on peut avoir face, on peut avoir lieu, que ce soit, encore une fois, dans le couple, que ce soit vis-à-vis de son entourage, c'est ce qu'on appelle la tzviyut, ce qu'on appelle au bout du compte, le coloré, si je traduis littéralement, zo asakana agdola atzviyut. Adam meramé et azulat. On ne doit pas s'entourer de gens. C'est toujours bien, évidemment, de s'entourer de gens qui sont tzadikim, mais on doit d'abord s'entourer de gens qui sont droits, qui sont cohérents. Pas des gens, au bout du compte, qui passent leur temps à mentir aux gens autour de soi. Mi bachutz, nire nichmad, à l'extérieur, on a l'impression que c'est très sympathique. Aval me bifnim, oura. Vous savez que j'ai entendu récemment, on m'a raconté cela, et j'ai dit que, en fait, c'était honteux. Il y a une fille qui cherche une madrichat kala, et bref, et le khatan que je vais suivre, Bezrat Hashem, semble-t-il, il m'a dit qu'elle a demandé là-bas, ou là où elle habite, et que la madrichat kala, elle lui demande 2000 shekels. Alors, j'ai dit, c'est génial ça. Ça veut dire, je me suis fait avoir, moi, il faut que je demande beaucoup plus maintenant. C'est du n'importe quoi. De profiter d'un jeune couple et 2000 shekels pour une madrichat kala, je trouve ça, c'est extorquer de l'argent. C'est pas cohérent. On doit évidemment, par rapport au sérieux, demander ça. Mais je trouve, il me colle à carotte, que c'est un manque de cohérence, encore une fois. C'est-à-dire, mais souvent, j'ai entendu que quand on fait des conférences et des trucs, alors les gens, ils demandent beaucoup d'argent. C'est-à-dire, c'est là que j'ai compris que je n'étais pas doué pour être un homme d'affaires. En tous les cas,
le fait est, c'est que Tzarich leizaher min hatzvuim. C'est-à-dire, faire très attention auprès de ces gens. Et afilou Yanaï Amelech. Yanaï, on rentre dans la fête de Hanouka, donc on se rappelle des 200 ans de royauté dont Yanaï faisait partie, qui était un homme très problématique, et il était clairement un rachat, et il a dit au bout du compte à sa femme, même lui, qui est aussi pourri soit-il, il n'a quand même pas hésité à dire à sa femme, fais attention, leizer mi natzvuim. C'est pour ça que je vous ai dit à l'instant que quand on fait rentrer des gens chez soi, il y a ça veut dire quelque chose, il y a une signification. On peut être très sympathique avec tout le monde, mais quand on fait rentrer des gens chez soi, il doit y avoir une sorte de cohérence, encore une fois, par rapport à ce qu'on veut faire. Et pour relier ça au niveau du chinour, il est aussi important qu'une kol hakavod d'avoir invité des gens chez soi, il faut ne jamais perdre de vue que vos enfants ne soient pas perdus dans ce repas. C'est-à-dire, on va y revenir là-dessus. Lo mina tzdukim, velo mina prushim, et la mina nir'im ibachutz ke prushim. C'est-à-dire, ce ne sont pas des gens qui, a priori, comme ces sectes, qui, au bout du compte, sont perdus au milieu d'Am Israël, mais extérieurement, c'est des gens qui sont très pointilleux. J'avais entendu une fois du Rav Shmuel Eliyahu, Shalita, qui parlait justement de ces juifs, parfois, qui sont très, 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 extrêmement pointilleux à s'habiller avec pudeur. Et on a découvert que malheureusement, derrière cette pudeur, se cachait au bout du compte une dépravation absolument terrible. Donc, c'est exactement la problématique. On n'a pas, encore une fois, d'hypocrisie. On est qui nous sommes, avec nos valeurs, nos qualités et malheureusement aussi nos défauts. Et on a l'honnêteté de le reconnaître et de s'efforcer, encore une fois, à transformer, à travailler pour s'améliorer. Kalvachomer, et encore plus évidemment, entre un homme et sa femme. L'autre, c'est liot sa voix, on est hypocrite. C'est liot tov mi bachutz, ve tov mi bifnim. Vous avez, au bout du compte, avec votre femme, celle et votre mari, celui et celle avec qui vous avez décidé de forger et de former votre vie. Donc, il est tout à fait envisageable de ne pas, au bout du compte, faire semblant d'écouter, par exemple, ce que je ne vous conseille pas pour vous, messieurs, de faire semblant d'écouter parce qu'elle s'en rend compte. C'est-à-dire, même si on croit qu'elle ne s'en rend pas compte, elle s'en rend compte. C'est-à-dire, mais d'un autre côté, de dire clairement, si on est en plein dans une mission, on ne peut pas être concentré suffisamment sur ce qu'elle nous dit, et l'inverse aussi. Donc, il doit y avoir, encore une fois, une honnêteté, une cohérence. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu'on doit s'empêcher ni de dire quelque chose de maladroit, ni même de le dire. Il faut faire un effort pour travailler. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'avoir des propos, encore une fois, injurieux à l'égard de sa femme parce qu'on est en colère à ce moment-là. On essaie d'évincer ces problèmes d'une autre manière que de prendre sa femme pour un punching ball, au figuré évidemment. Ça ne fera pas avancer rien du tout. Et là, au contraire, malheureusement, ça accentuera la problématique. Et là, d'accord? Si au bout du compte, il y a des réalités, il y a des désirs, quels qu'ils soient, et qui sont en contradiction avec ce que vous voulez extérieurement, eh bien, au bout du compte, il faut aussi essayer de se corriger. D'accord? J'ai coutume de dire, et je le dis très honnêtement, que, Baruch Hashem, quand on s'est marié, pendant 5 ans, on était invité à toutes les circoncisions que vous voulez. Et il n'empêche qu'on a beau être très content pour les gens, Baruch Hashem, qui avaient une circoncision, il n'empêche qu'on n'allait pas à toutes les circoncisions. Parce qu'on était clairement content, on était clairement content pour ces gens, Baruch Hashem, qui avaient le privilège de mettre au monde un enfant, mais on n'avait pas non plus envie, honnêtement, d'en souffrir constamment. N'est-ce pas? Et je le dis de manière, encore une fois, très honnête et très claire, parce que, Baruch Hashem, depuis, j'ai des enfants, et voilà. Mais ça veut dire que c'est aussi parfois une souffrance, et donc il y a une sorte de dichotomie entre l'intérieur et l'extérieur, et on ne fait pas semblant de dire qu'au bout du compte, tout va très bien, il n'y a pas de problème. Celui qui est capable, et c'est vrai qu'a priori, la Havat Israël signifierait que je sois capable d'être content pour lui, pour la personne, pour le couple qui a enfanté, comme si cela m'était arrivé. Nissim, tu as gagné au loto, je suis très content, comme si c'était moi-même qui avais gagné au loto, je serais très ravi. Mais ce n'est pas toujours évident. D'accord? C'est une difficulté à laquelle il faut être conscient et ne pas, encore une fois, faire preuve d'incohérence par rapport à ce qu'on pense et ce qu'on dit. D'accord? Il y a, encore une fois, cette notion de vérité, de droiture au quotidien qu'on doit s'efforcer d'avoir. D'accord? Adkan pour cette première petite partie. Et maintenant, on commence, Baruch Hashem,
D'abord en évoquant le Rav Korov. J'avais conseillé d'ailleurs à quelques gens d'acheter cet ouvrage parce qu'il y a des choses qui sont très intéressantes, parce que c'est assez distinct des âges entre eux, l'âge enfantile, de l'enfant, l'adolescence, etc. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui sont importants. Et comme j'ai dit, aujourd'hui, nous allons nous consacrer, Bezrat Hashem, à le rapport à la Torah, le rapport aux mitzvot. Nous dit le Rav Korov, qui est décédé il n'y a pas très très longtemps, Anu mitpalelim, ve'arev na, Hashem Eloheinu, et divrei Toratecha befinu, befiyot amecha bet Israël, ve'niye anachnu ve'tzeitzaenu, l'homme de Toratecha lishma. Nous faisons tous les matins, dans la prière de Shacharit, nous demandons expressément à Akash Baruch Hu de faire en sorte que les paroles de ta Torah, que nous allons entonner, clamer dans notre bouche et dans les bouches du peuple juif, pour nous et pour nos descendants, eh bien qu'on soit capable de l'étudier pour elle-même. Sous-entendu aussi, avec amour. On veut au bout du compte s'encourager et encourager nos enfants et encourager notre peuple à aimer la Torah, sans la défigurer, sans la populariser, la populariser au sens négatif du terme, mais il est clair, comme on rappelle le Rav, Anu rotzim le'ahiv et la Torah al yeldenu. Donc d'abord le postulat fondamental, c'est que si effectivement je tiens un propos, surtout à mes enfants, qui fait que les enfants ne vont pas aimer la Torah, alors il y a une question à se poser. Je parle d'abord des enfants, Michel, avant même de parler de la crise d'adolescence qui peut arriver, mais d'abord au niveau de l'enfance. D'accord? On veut au bout du compte, on poursuit le Rav, Anu rotzim shiyu smechim im Torah. La joie d'être avec la Torah. C'est pas? Que ça ne soit pas au bout du compte, encore une fois, un joug, une mission absolument, voilà, c'est pas l'enfer. Une mission qui est absolument souffreteuse, il est hors de propos. Au contraire, on veut se réjouir dans les paroles en étudiant ta Torah, en accomplissant tes mitzvot. Encore une fois, c'est la base. Ça veut dire que quand on va, je dis déjà maintenant, même si ce n'est pas l'exemple que je vais rapporter, mais ça veut dire que quand on va au bout du compte avancer, par exemple, vers Hanouka, ce qui paraît une évidence, eh bien, on est réjoui de pouvoir fêter Hanouka. On se pose la question, on en discute à table, on parle des ilchot de Hanouka, on se demande où est-ce qu'on va poser la Hanoukia. De la même manière, je le dis, puisque la plupart ici sont des Sfaradim, si votre enfant, au bout du compte, revient du Gan avec sa Hanoukia, vous n'êtes pas en train de lui balancer dans la tête que nous, on est Sfaradim, donc on allume une seule Hanoukia et celle-là, on va l'acheter à la poubelle. En aucune manière que ce soit. Non seulement on va allumer la Hanoukia de la maison, parce que c'est avec bracha, parce que c'est la Hanoukia de la famille, mais on trouvera un autre endroit pour allumer la Hanoukia de cet enfant, quitte à ce qu'il fasse la bracha dessus, c'est pas grave, c'est pas dramatique. Mais il est clair qu'on va allumer cette Hanoukia, on va se réjouir avec lui, on va chanter à côté de lui, Maozour, etc. D'accord? Tout ça dans cette même optique. On arrive au ménage de Pessah, au grand jamais, on doit au bout du compte transformer le ménage de Pessah ni en ménage de printemps, ni au bout du compte en tannée, en galère qui devient insupportable. Et ça, je me permets d'insister sur ce point parce que mes enfants, Baruch Hashem, dès le plus jeune âge, même 6 mois, 1 an, même pas, tu leur donnes un gant, tu leur donnes une petite serpillière. Allez, il faut nettoyer pour Pessah, tu es responsable de nettoyer l'étagère, cette étagère-là dans la cuisine. Il aurait fait plus de balagan que d'arranger, c'est pas grave. L'idée même de participer. L'idée même, encore une fois, d'être une part intégrante, encore une fois, au nettoyage de Pessah. C'est partie justement de ce qui est de la vitalité de ce foyer. Donc, les enfants, Yeldenu, Tzrichim lirot, velishmoa, עד כמה אנחנו אוהבים את התורה ואת המצוות, ועד כמה אצלנו הדבר החשוב ביותר. J'ai mis ça en gras parce que c'est une phrase ici qui est fondamentale. Vous ne pouvez pas attendre de vos enfants qu'ils aiment la Torah si vous-même, vous ne l'aimez pas. Je suis toujours scandalisé quand j'entends des propos de gens qui même sont parfois malheureusement bogrim, qui ont vécu dans certaines yeshivot et qui sont très angoissés à se demander comment est-ce que je vais faire pour que mes enfants aiment la Torah. Mais si au bout du compte, la personne elle a fait 5 ans d'yeshiva et qu'elle n'est pas capable de percevoir, de laisser transpirer cet amour de la Torah qu'il porte en lui, alors il y a un problème. C'est ça. עכשיו, הדבר מתבטא ביחס, בסדרי החשיבות בחיים. Comme je l'ai déjà évoqué dans le passé, ça dépend du lien, de l'ordre de priorité qu'on va avoir dans sa vie.
dans les paroles qu'on va tenir, de la manière dont on va les tenir. Ou bediburim, à la simcha liot sheyachim, les lomdei ou les mekaimei Torah. C'est-à-dire d'avoir le privilège d'être relié à ceux qui sont, au bout du compte, qui font tenir la Torah. C'est-à-dire, c'est un point fondamental. Je repense encore une fois à mon fils, ça m'a fait beaucoup rire, quand il m'a vu comme ça en train de dire « Waouh, que c'est génial, ce truc, Papa, barour que c'est des rabbanim, sinon tu ne serais pas aussi content. » Voilà la phrase qui m'a sorti. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'évidence. On est en train d'œuvrer dans la Torah, ça réjouit notre cœur. Im yel yeled, ire aorim, oavim, ve yichaye, ve beit naim, ve tov, ou yishayer zot la Torah. Si encore une fois l'enfant voit bien que les parents sont en train d'aimer et il voit au bout du compte dans la maison une agréabilité autour de la Torah, évidemment, il n'y a jamais de garantie, mais évidemment, ça va être une éponge. Automatiquement, mi meile yirtse liot davek bederer hazo. D'accord? Je parle pour l'instant à l'enfance. Je ne parle pas pour l'instant de la problématique de l'adolescence. Mais la base, c'est le fondement premier. Pourquoi? Davka mishum chashivut ha-Torah ve'ha-mitzvot. La mitzvah et la Torah sont tellement importantes. Alenu liot zeirim. Pourquoi est-ce aussi important de transmettre ce message-là? Parce que justement, c'est tellement important qu'il faut faire attention de transmettre des bonnes valeurs à nos enfants. Et ta'iladim baderech ou baketsev anechonim. Voilà le point aussi, l'expression ici qui m'a particulièrement interpellé. Le ketsev baderech ou baketsev anechonim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous obligez un enfant, dès son plus jeune âge, à avoir le plus beau vêtement pour Shabbat, mais qu'en parallèle, vous l'interdisez de bouger parce que c'est des vêtements de Shabbat et qu'il ne faut surtout pas les tacher, le bambin, le jeune enfant de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous l'avez tué. C'est-à-dire, tu as mis le costume, donc maintenant tu deviens un pantin, tu ne peux plus bouger. Et Tsuyan, il est où son kiff de Shabbat? Il n'a pas de kiff de Shabbat. C'est-à-dire, c'est exactement la problématique. Donc il faut savoir aussi, à la fois selon le bon cheminement et à la bonne fréquence. Ne me demandez pas, il y a des enfants à qui ça marche, mais il faut être cohérent. Ne demandez pas à un enfant qui est jeune, de rester, qui ne sait pas lire, ne lui demandez pas de rester pendant toute la tfila à la synagogue. Ce n'est pas concevable. C'est un privilège d'aller à la synagogue. Vous insistez, s'il veut venir à la synagogue, vous en êtes très content. On a mis les beaux vêtements. On ne va pas à la synagogue avec un ballon. On va à la synagogue pour aller prier. Et dans le meilleur des cas, le jeune enfant, il va être assis à côté de son père et il est capable de se tenir correctement, sans insister s'il a prié ou non, en fonction de l'âge, en fonction de la maturité. Mais vous allez l'encourager à dire l'Echa Dodi, si on parle du Shabbat, de dire l'Echa Dodi, une partie, de dire Shema Israël, premier paragraphe. Et puis au fur et à mesure, vous ajoutez un autre paragraphe. Et puis au fur et à mesure, vous ajoutez les brachot avant Kirat Shema, etc., etc. Ça, c'est le Ketsev Nachon. L'homme Edoubar, Bemida ou Belimud Regilim. On ne parle pas encore une fois d'une transmission d'informations ou d'enseignements habituels, cohérents. C'est ça la base. On est en train de construire le lien entre l'enfant et Akadosh Baruch Hu. Vous insistez. Quand j'avais été éducateur en lycée, j'avais dit à des parents que leur fils n'arrivait pas à prier. Il était déjà adolescent. Il n'arrivait pas à prier. On voyait, c'était une galère. C'était un exercice pour lui qui était insupportable. Et j'ai dit aux parents, il serait peut-être concevable d'encourager votre fils, comme il est adolescent, donc il y a déjà un point de halakha qui rentre en ligne de compte, d'encourager à votre fils à dire Kirat Shema, les bénédictions sur Kirat Shema, la Hamida, Baruch She'amar, mais de faire un certain nombre, encore une fois, d'économies pour que progressivement il ait envie, au bout du compte, de se tourner vers Akadosh Baruch Hu. Hélas, les parents m'ont dit non, on ne souhaite pas faire comme ça. C'est-à-dire, je suis attristé
parce qu'il se trouve que j'ai vu cet adolescent qui ne m'a pas reconnu, et peu importe, il n'y a pas si longtemps que ça, il n'avait plus de kippa sur la tête. On est déjà quelques années après que je l'ai éduqué au lycée. Je ne suis malheureusement pas surpris. Il faut être très à l'écoute. Et c'est une vraie problématique. Parce que si on ne le fait pas justement de manière cohérente, à Torah, Alula Liot, Sam Mavet. Au lieu d'être un médicament, Sam Chaim, ça devient un poison. Et au bout du compte, la Torah apparaît pour lui, je répète, comme quelque chose qui ne lui parle pas, qui ne s'adresse pas à lui. Yeladim alulim leitracheg na Torah. Et malheureusement, ils peuvent s'en éloigner. Im navgisham im hakodesh beofen lo nachon ou begil sheino matim lechach. Quand on va faire rencontrer ses enfants avec l'expression de sainteté, pas de la bonne manière, encore une fois, et qui ne leur convient pas. De la même manière que même dès le plus jeune âge, vous allez parler d'études de la Torah à des enfants et il faut qu'ils sortent avec des étoiles dans les yeux. C'est Avraham Avinu. Waouh, Avraham, il est grand. Yitzhak, Yaakov, Moshe. Il faut qu'ils aient devant eux la grandeur. Les héros de Ham Israël, à mes yeux en tout cas, les héros pour un juif, c'est comme ça qu'à mon avis, il faut les encourager. C'est les pères de la nation. C'est Shimshon. C'est Yoshua qui leur a donné leur mère. C'est-à-dire, ça, c'est les héros de Ham Israël. C'est la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. C'est quand Akadosh Baruch Hu, comme je dis, il va donner la treha aux Égyptiens à Pessah. C'est ça la force. Ils auront dormi tout l'après-midi parce qu'ils s'attendent à cette nuit du Seder avec excitation. Ils auront écrit plein de questions, ils auront dessiné des dessins. Vous êtes en train, au bout du compte, de fonder, de construire cette dimension de Kodesh avec les enfants. Avodat Hashem, Besimcha, Einaidur Mitzvah. Et il faut avoir conscience que honorer Akadosh Baruch Hu dans la joie, ce n'est pas un truc en plus. C'est pas on a fait les mitzvahs mieux. Et c'est ça qui est absolument impressionnant. C'est qu'il nous est clairement dit combien c'est fondamental de la avod et Hashem, Besimcha ou Betuv Levav. De ne pas travailler à Akadosh Baruch Hu Besimcha, on a loupé quelque chose. Avodat Hashem, Besimcha, Chashuva, Ad Kedekach, שבפרשת הקללות נאמר של מגיעות על כך שלא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב. La malédiction, c'est de se retrouver au bout du compte à honorer Akadosh Baruch Hu sans joie. C'est une faute très grave. Mais alors, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on arrive à gérer le fait que, comme j'ai coutume de le dire au Bachouim à la Yeshiva, comment est-ce qu'on arrive à gérer le fait que peut-être certains matins, je suppose que ça ne vous arrive jamais, mais qu'il arrive que certains matins, on n'ait pas forcément envie de se lever avec excitation. Alors, essayez d'imaginer la situation, la scène, que le matin, il y a le tonnerre et il pleut très fort dehors, et vous êtes sous la couette, et au bout du compte, vous devez vous lever. Alors, évidemment, en tant que jeune famille, vous vous levez en criant Modéani, que tout le voisinage il a entendu, mais peut-être, vous aurez peut-être un moment de faiblesse, okay, sans avoir vraiment révélé. Et à Féméon, c'est exactement la problématique. C'est une difficulté, mais à partir du moment où je sais que c'est une mitzvah, je suis content de la faire. On ne remet pas en cause la difficulté. Et c'est vrai pour nous, et c'est vrai d'autant plus pour nos enfants. Omna, Bechenour l'avodat Hashem, Yesh makom gam leira. Et là aussi, c'est un point fondamental. Ça veut dire que quand on va enseigner aux enfants, au bout du compte, l'amour de la Torah, ça ne vient pas au détriment du respect de la Torah. Comme j'aime à le rappeler, ça veut dire que quand il y a, au bout du compte, les verres en cristal de l'arrière-grand-mère d'Algérie qui sont cassés, eh bien, il faut qu'on fasse, il faut qu'on soit capable de ne pas faire une crise plus aiguë qu'à l'égard d'un Sefer Kodesh qui est tombé par terre. C'est-à-dire, si au bout du compte, vous êtes très contrarié qu'un Sefer Kodesh est tombé par terre, alors vous avez le droit d'être contrarié pour le verre de la grand-mère qui a été brisé. Mais dans le cas où on ferait une crise d'hystérie parce que le verre il a été brisé alors qu'un Sefer de Gemara, un Sefer Kodesh est tombé par terre, ça nous importe peu, alors à ce moment-là, malheureusement, on ne construit pas les valeurs essentielles chez l'enfant. Ahavat Torah,
ve'avat limud Torah niknot barosh ou barishona al yedei avat Torah shel haorim. On l'a évoqué et je répète. L'amour de la Torah et des mitzvot s'acquiert d'abord et avant tout par l'amour de la Torah chez les parents. Ça veut dire que quand justement, certains sont déjà parents depuis un petit moment, d'autres sont des jeunes parents, le fait que, encore une fois, vous fixiez dans votre agenda que le lundi, Baruch Hashem, on a le privilège d'étudier ensemble et que les enfants, ils voient atmada, ils voient une constance, ils comprennent qu'il y a quelque chose de très important pour eux. D'accord? Et ce sont ces valeurs-là qu'on est en train de transmettre. Amatara, il y grom gam la yeled, évidemment, la finalité, c'est de permettre et d'encourager l'enfant, lui aussi, à aimer la Torah. Davarze, eino musag be'echach, derech limud Torah be'uven haragil. On ne se contente pas, encore une fois, de parler uniquement d'études de texte, comme j'évoquais l'expérience des mitzvot, l'expérience de parler d'études de la Torah. C'est pas seulement, on n'est pas des ordinateurs. Donc, il y a ce que, de la même manière que si, pour prendre un exemple très concret, quand votre enfant va revenir du GAN et vous montrez le dessin qu'il a dessiné, si vous dites « ouais, c'est pas mal », bon, ben l'enfant va être profondément attristé de cela. Alors que quand vous participez, au bout du compte, à la joie de l'enfant de regarder son dessin et de s'intéresser et de comprendre, eh bien, il y a cette expérience-là qui va rester chez lui, qui va être importante pour lui. Bon, c'est exactement la même problématique. Quand je l'ai dit tout à l'heure, quand on parle de Torah, on doit avoir des étoiles dans les yeux, on doit avoir du feu dans les yeux. C'est ça l'objectif. Le rapport au Rachamim, pareil. Le Rav, il a dit quoi? Il a dit ça, le Rav. Je me permets de dire que quand, et mon fils en est conscient parce qu'il s'en est rendu compte, mais j'essaye, je m'efforce, et c'est très important, de ne jamais faire, quand je dois parler avec certains rabbanim de ce qui se passe dans l'actualité, et malheureusement, il y a des critiques sur les rabbanim, je ne veux pas que mon fils entende ça. Je ne veux pas que mon fils entende des critiques sur n'importe quel rav que ce soit. Dans la mesure où, justement, c'est un Talmid Chacham, mais il faut construire l'enfant sur cette base-là de Yirat Shamayim. Et donc, quand je vais dire à mon fils, va voir maman, parce qu'il a peut-être un truc à faire, il s'avère qu'il a compris qu'il a dit à ma femme ce Shabbat, papa, il ne veut pas que j'écoute, alors il m'a dit de venir. Et c'est exactement la problématique. Et c'est très bien. De la même manière, dans la même optique, qu'il s'en est aussi rendu compte que quand il y a quelqu'un qui fait un Dvar Torah dans une synagogue et que ça va être du n'importe quoi, en général, il arrive que le vendredi soir, mon fils, il s'endorme pendant le Dvar Torah. Parce que c'est tard, machin. Bref. Et quand il voit que je le réveille, il comprend que c'est important d'écouter le Dvar Torah. S'il voit que je ne le réveille pas, il a compris que c'était nul. C'est-à-dire, bon, c'est exactement ça. Il y a une importance, encore une fois, à étudier des choses cohérentes. Mais je suis juste. Gam Chavaya shel Limud Torah. Cette expérience dans le Limud Torah amène l'amour de la Torah chez les enfants. Ça veut dire que quand, par exemple, et dans ce rapport au mitzvot, quand on va arriver, par exemple, à l'approche de Hanouka, à l'approche de Pessah, à l'approche de ces fêtes où à chaque fois, il y a une attention particulière pour les enfants, il faudra mettre en valeur cette attention. La nourriture, je sais que pour ma part, on achète des cariotes, des cornflakes, les cariotes là, uniquement pour Pessah. Il y a un truc en plus. Le Nutella, on a pris sur nous, peu importe maintenant si vous ne mangez pas Afkat Halav Nochi, mais c'est oublié ce que j'ai dit, mais moi je ne mange pas, sauf le Nutella. Aval, dans tous les cas, le fait est, c'est qu'on a pris sur nous d'acheter du Nutella essentiellement à Sukkot et à Pessah. Les jus de fruits, pareil. Tout ce rapport, encore une fois, à la nourriture, il y a un truc en plus, il y a un truc spécial pour la fête, il y a un truc spécial pour Shabbat. Hanouka, ça veut dire aussi qu'il y a de la présence. Dans la mesure du possible, ce n'est pas toujours évident parce qu'on travaille, mais dans la mesure du possible, de réserver un temps qualitatif avec vos enfants. C'est le moment où on ferme tout, les téléphones, les machins et tout, et on joue à la toupie, et on raconte des livrets Torah, et on mange les sphinges ou les souganiot, chacun selon son minag, et les latkes ou les livres, peu importe. On en revient toujours à la bouffe, sauf. D'accord? L'idée justement de cette rencontre, encore une fois, qui passe aussi par cette expérience-là. Dvarim shelo etzlachnu lechaner et yeldenu elehem bemeshech hashanim
ou bedrachim chiyuviot. Malheureusement, encore une fois, dans le cas où on n'aurait pas réussi à éduquer nos enfants vers la Torah par des chemins positifs, il est clair que l'imposer ne va pas arranger les choses. Akfia, bevadaï lo tatzliach la'asot. Et c'est vraiment des âges qui sont très critiques en plus quand ils arrivent à l'adolescence par rapport à cela. Et je vous dis, je l'ai appris aussi moi-même dans cette réalité-là. Ah bon, on parle de quel âge là depuis tout à l'heure à peu près? Avant l'adolescence, c'est ça? Tout ce qu'on a parlé, c'était avant l'adolescence. L'adolescence, c'est jusqu'à quel âge? Si on devait donner un âge? L'adolescence, en général, ça se finit à peu près à 120 ans chez certains. Mais en moyenne, c'est dès que tu deviens père de famille, en général, tu es censé avoir compris que tu es passé à autre chose. C'est-à-dire dans la génération actuelle. Mais c'est un travail. C'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui sont malheureusement mariés et qui sont encore un peu des adolescents ou des adolescentes dans leur tête. D'accord? Si tu veux comprendre à titre d'exemple pourquoi je parle comme ça, c'est quand au bout du compte, un homme ou une femme mariée, pour eux, ce qui est d'abord fondamental, c'est de pas dire de ne pas attrister mon père et ma mère. Je me motive pas pour attrister mes parents, mais dans l'ordre de la cohérence, ton foyer, c'est autre chose. Voilà. Mais de manière générale, l'adolescent, c'est quand il fait une préférence sur ce qu'il a envie plutôt sur ce qu'il faut faire. L'adolescent, au bout du compte, il ne va pas forcément se réveiller le matin s'il n'a rien à faire. L'adulte, justement, c'est quand il se réveille parce qu'il est nécessaire de se lever. Peu importe s'il en a envie ou pas. D'accord? Et c'est des âges, encore une fois, de mutation et d'expression. Mais il est certain, encore une fois, qu'il vaut mieux avoir cette crise d'adolescence à l'adolescence que de l'avoir à 40 ans. Il est terrible quand il y a des gens qui ont des crises d'adolescence parce qu'ils n'ont pas vécu la crise d'adolescence à l'âge où ils auraient dû la vivre, et alors ils la vivent beaucoup plus tard, et alors malheureusement, ça peut créer des divorces, ça peut créer au bout du compte des explosions de famille qui sont très problématiques. D'accord? Et dans le rapport au Kodesh, dans le rapport à la mitzvot, le premier rapport qu'on a à l'égard de la Torah, c'est un rapport positif. D'accord? D'ailleurs, regarde, vous savez pertinemment, je pense que peu importe à la génération de chacun, mais vous savez pertinemment que quand vous parlez au bout du compte des fêtes, du rapport à la Torah dans votre enfance, c'est-à-dire, si pendant 2 secondes on était des disciples de Proust, alors on parlait de la Madeleine, c'est-à-dire la Madeleine de Proust, le macroude, le cigare, le couscous, la fête en famille où au bout du compte on était tous sur des matelas par terre et on se donnait tous rendez-vous en famille. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui marque à vie. Il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est se créer des souvenirs. Vos enfants, vous leur créez des souvenirs. Vous leur créez au bout du compte un environnement particulier. Et d'autant plus justement dans le Kodesh. C'est une madeleine au beurre. C'est clair? C'est clair? C'est exactement cela. Donc construisez cela. Et si effectivement, à l'âge de l'adolescence, où il est d'autant plus encouragé d'avoir un dialogue, il faut toujours avoir pour ambition de relier ses enfants à la Torah et au mitzvot. Et d'abord et avant tout, par l'exemple personnel, ce qui est important pour vous. Vous allez à la synagogue et vous allez voir des enfants qui parlent. Oh, c'est pas bien les enfants qui parlent à la synagogue. À Botaï, avant de dire c'est pas bien, regardons ce que font les parents. Dans ma manière, malheureusement, je ne le regrette pas, mais dans ma manière un peu directe, il m'est arrivé, quand je devais faire un Dvar Torah dans le Garin, là où j'habite, alors, il y avait beaucoup de bruit. J'ai du mal à parler quand il y a des gens qui parlent en même temps que moi. Alors j'ai dit aux enfants, est-ce que vous pouvez demander à vos parents, s'il vous plaît, de se taire pour que je puisse parler? C'est ça? Et à tel point c'est arrivé que je trouvais ça absolument scandaleux que quand tu dis un Dvar Torah, c'est pour ça que je vous dis, les gens qui sont d'Afka proches de la Torah, et j'avais en face de moi 2 femmes qui se parlaient, juste devant moi. 2 femmes mariées, des femmes qui sont mères de famille. Il y a un modèle, je ne comprends pas la logique. Comment voulez-vous attendre à ce qu'il y ait encore une fois du respect pour la Torah, du respect pour le Rav, si au bout du compte, eh bien, les parents n'ont pas justement cette démarche-là? Chaque fois, j'espère que ça va continuer longtemps, mais parce que ça me fait beaucoup rire. Ça me fait rire. À savoir qu'on a le privilège de venir à la yeshiva à Shabbat ou pour les fêtes. Alors, il y a tous les bachourim de la yeshiva,
qui accompagnent le Rav dans une situation, très prochainement, renormatisée. Il y a tous les Bachouim qui accompagnent le Rav et il y a un petit aussi qui accompagne le Rav. C'est mon fils. Il est accolé, il est attaché au Rav. C'est-à-dire, alors ça me fait beaucoup rire. Il accompagne le Rav. C'est-à-dire, mais c'est quelque chose de fondamental, encore une fois, au niveau du rapport qu'on doit avoir avec la Torah. C'est ce rapport, justement, encore une fois, qu'on transmet en étant qui nous sommes. C'est pas on montre l'exemple, c'est on est l'exemple. Ça, c'est la base. Et ne vous inquiétez pas, si exceptionnellement, le vendredi soir, vos enfants ne vont pas dormir comme ils ont l'habitude de dormir, c'est pas grave, ils arriveront à survivre. Si à Pessah, tu te rends compte, les enfants, ils vont rester éveillés jusqu'à 2h, 3h du matin. Azma. Ils ont fait la sieste, vous leur avez donné des bambas, vous leur avez donné des bonbons. Juste, va te coucher. Parce que justement, vous avez envie qu'ils soient super excités pour cette super soirée qui arrive. Croyez-moi, ils ne seront pas traumatisés, exactement le contraire. C'est exactement cette problématique. Acha, le Rav Eliyahu Dessler, Iné, Galouy lefanenu, qui a ikar belimud hakodesh, einenu limud hayediot. On est encore une fois, aux yeux de certains, oh là là, mon fils, il a fini le Tanakh. Et alors, l'essentiel, ce n'est pas encore une fois un surplus de connaissances. Comme diront les Chachamim, on ne souhaite pas être un chamor dans ses sfarim. On n'est pas un âne avec des livres sur le dos. On a une envie, au bout du compte, que ce qu'on est en train d'intégrer, on est en train de le digérer, d'avoir une conception saine et sainte. Et là, l'imoud ashkafa. Limoud Yirat Shamayim, Va'avodat Hashem. On s'enquiert justement d'être profondément, de travailler quotidiennement pour essayer d'être de plus en plus fidèle, d'avoir la crainte à Kadosh Baruch Hu, honorer à Kadosh Baruch Hu. Les Ze Yesh Methodika Acheret les Gamre. Pour atteindre cela, va nous dire le Rav Eliyahu Dessler, eh bien, il y a une question de méthode. Il y a méthoda, Asher Lamdu Ba Avotenu, Ve'avot Avotenu. C'est la manière qu'ont enseigné nos pères et les pères de nos pères. Ça veut dire quoi? On n'est pas en train, au bout du compte, de regretter l'Algérie, le Maroc ou la Pologne. Ce n'est pas ça la question. On est en train, au bout du compte, de transmettre des valeurs qui sont multimillénaires. On est dans une réalité aujourd'hui, encore plus dans le monde occidental, le postmodernisme, où on est en train, au bout du compte, de vouloir tout balayer. Et du coup, il n'y a plus justement de valeurs essentielles qui doivent être d'abord et avant tout retransmises. Mais le rapport justement que vous avez à l'égard de la Torah, c'est un rapport d'éternité. Le rapport à la mitzvah, c'est un rapport d'éternité. D'arriver, et c'est ça toute la plus grande difficulté, parce qu'il y a eu cette génération, évidemment, qui nous a fait oublier nos valeurs, et qu'on se retrouve maintenant à essayer de s'enrichir et de les apprendre de nouveau. Bon, je ne dis pas, ça dépend des familles. C'est-à-dire, il y a la famille Meran, que je connais un peu, je t'embarque ces mots, mais on n'a pas tous ce privilège. C'est-à-dire, ça veut dire qu'encore une fois, on est en train de réapprendre des choses, encore une fois, qu'on ne voit pas avec mépris ou avec folklore. On les voit avec sa richesse. Le fait de se dire qu'on fait le Seder de Pessah, je pense à Pessah, ou Hanouka, le fait, encore une fois, qu'on le fait avec même de meilleures conditions que ne l'ont fait nos aïeux dans le passé, où il y avait le danger, donc il fallait mettre la Hanoukia dans la maison, on en est fiers, on vit cette Torah, encore une fois, au présent, ou même tourner vers le futur, plus vers le passé. C'est en cela où je dis, c'est comme nos pères, mais encore une fois, avec ce renouvellement perpétuel. D'accord? Mipnei, Shem Lamdou, la lève. Mais c'est ça qui est essentiel. On a appris, encore une fois, au cœur, à Tenoir, Ve'anigun, Mefatrim et Aregesh, Mosifim, Metikoud, Vechavivut. Il y a quelque chose, encore une fois, qui fait appel au cœur, à la sensibilité, la mélodie. Vous n'imaginez absolument pas, je vous donne un exemple très concret, vous n'imaginez absolument pas combien je suis toujours, c'est vrai, ça me fait rire parce que mes enfants sont même blasés de ça, entre guillemets, mais combien, quand je chante le Mifta al-Rifta, après le Netilat Yadayim, juste avant le Motzi, chaque Shabbat, je le chante et, Baruch Hashem, j'essaie d'avoir la mélodie qui soit celle de mes pères, puisque au Hachem, j'ai le privilège que mon père est de la même ville que Mourir Ravzini en Algérie. Donc, ce qui n'est pas forcément évident chez mon père,
est évident chez mes enfants. C'est-à-dire que mes enfants, ils chantent ça comme une évidence maintenant. Mais ça veut dire qu'au bout du compte, eh bien, on est en train de se réapproprier cette identité. Et ça marque, et ça touche. C'est ça qui est mis en évidence. Après, encore une fois, comment est-ce que ça va se traduire en acte, comme j'ai dit, avec la bonne fréquence, avec au bon moment. Et encore une fois, c'est une question de maturité vis-à-vis de l'enfant. Quand nos Chachamim vont nous dire dans Masechet Brachot, à partir de quand on commence à parler, on commence à enseigner Shema Israël, à partir du moment où on commence à manger du pain. Tu deviens un être humain, tu dois être, au bout du compte, entendre l'unité, la cohérence du nom d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est clair sur ce premier point? Rabotai, des questions avant de poursuivre. C'est clair. Ariel. Yofi. Maintenant, je commence à toucher une première question qui est posée. Effectivement, Rav Bleicher, dans un ouvrage que je vous ai rapporté ici, sur le fait de savoir à partir de quel âge faut-il, au bout du compte, eh bien, est-il important de faire attention que l'enfant, il ait la kippa sur la tête. Encore une fois, question très importante. Nous répond le Rav Bleicher. Kevan shechavishat akippa. Einena d'avoir techni bilvad. Il faut toujours avoir en tête que porter la kippa, c'est recevoir sur sa tête le joug divin, n'est-ce pas? Puisque comme il est coutume de se rappeler, nous n'avons peur que d'une seule chose, c'est que le ciel nous tombe sur la tête. Et là, zou mitzvah, et je fais une blague comme une rigole, personne n'a compris. Et là, zou mitzvah, aba'a lif'ol al ayele. Porter la kippa, c'est au bout du compte quelque chose qui va se développer chez l'enfant pour accroître sa crainte envers Akadosh Baruch Hu. Donc, il est difficile, encore une fois, de définir cela avec un âge aussi tranché. Caché l'agdir gil mesuyam, shebo raoui l'atril l'arvosh kippa. Il est difficile vraiment de mettre le doigt sur l'âge, à part, encore une fois, le moment où Claire, gil chinour, ce qu'on appelle à partir de 6 ans, mais il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui doit être pris en considération. Oula. Namod al-kama ekronot. Voici quelques points essentiels qui nous aident à aiguiller aussi à partir de quand faudrait-il encourager l'enfant à avoir une kippa sur la tête. Al-piem yachlitu haorim ketzal linok bedavar zeh lefi ekerutam it et ayeled. C'est-à-dire, donc il faut être à l'écoute de l'enfant, il faut connaître l'enfant. Ayeled kolet meorav ma ikar bachaim ou ma tafel. Premier point. L'enfant a cerné ce qui est important aux yeux des parents et ce qui l'est moins. Ma chashuv ou malo. Kasher hayeled iklot shechashuv leora shu yirvosh kippa mimele tudba gambo bemeshech hazman chashivut hadavar. Progressivement, donc ce n'est pas factuel, c'est progressivement l'enfant cerne ce qui est réellement important aux yeux des parents, donc naturellement, eh bien, cela va s'inscrire aussi chez l'enfant. Ça veut dire que, par exemple, il est tout à fait envisageable, dans les premiers moments, dans les premières années, d'encourager l'enfant, de mettre une kippa sur la tête de l'enfant quand il mange. Par exemple, je parle de ça, même voilà, 1 an, déjà 1 an, jusqu'à 1 an, c'est déjà clair. Ça commence à rentrer. Yesh, les Isaër, les Argilo, les Kach, les At. On habitue l'enfant progressivement, encore une fois, de toutes ces choses qui sont fondamentales. C'est vrai pour la kippa, c'est vrai pour la jupe, par exemple, pour les filles, dès le plus jeune âge. C'est-à-dire, mettre, encore une fois, Ken Noam. L'enfant à 1 an, il ne va pas se rendre compte de la signification de la kippa. La problématique n'est pas de savoir s'il s'en rend compte. À 1 an, l'ange mange déjà du pain. Non, j'ai compris. Oui, mais c'est pas pour lui qu'il comprenne le fait de mettre la kippa, c'est plutôt pour la signification alors. Tu l'habitues au fur et à mesure à comprendre que la kippa est fondamentale. Elle est importante. Elle est importante. Pourquoi? Parce que maintenant, on va manger. Parce que maintenant, on parle d'Akadosh Baruch Hu. D'accord. J'ai coutume de dire que l'enfant, même si lui ne comprend pas, sa neshama, elle comprend. Alors, dans un premier temps, pendant qu'il va manger pour qu'il comprenne qu'il y a une signification. Par exemple, au fur et à mesure. Okay. Et après. Il y a Modéani, il y a Netilat Yadayim. Tout ça, plus ça rentre naturellement, progressivement, avec étapes,
plus, au bout du compte, ça devient une évidence pour l'enfant. Kiryat Shema avant de se coucher, etc., etc. Ok, Rav, bravo. ouais. Moi, je voulais savoir, là, vous êtes en train de parler de la kippa, l'importance de la kippa de mettre un enfant dès son plus jeune âge. Et pourquoi on ne met pas au même niveau les tzitzit? Dire voilà, la kippa, ça va en même temps que les tzitzit. Les deux ensemble. Les Pourquoi tzitziot, on a coutume d'attendre que l'enfant soit propre. Ah, C'est-à-dire, d'accord. Mais c'est dans le mortel. il n'y a aucun problème d'avoir des tzitziot avant, avec un petit dessin dessus, tout ça. Mais je ne suis pas un fan d'avoir des tzitziot avec Mickey et Donald dessus. Ici, je ne suis pas un fan. C'est-à-dire, Tov. Et le chapeau, Rav. J'ai vu, il y a beaucoup d'enfants qui se mettent avec des chapeaux noirs. ça, en général, c'est quand l'enfant devient un grand Talmid Chacham. C'est-à-dire, il y a, non, C'est vers 8 ans. si déjà tu m'as allumé là-dessus, je vais te dire un truc. Il y a des bébés, c'est-à-dire où on veut qu'ils grandissent avec la crainte des Talmidei Chachamim. C'est-à-dire, alors tu mets des photos de plein de rabbanim comme ça autour sur son berceau. C'est-à-dire, à la vérité, il y a une cohérence là-dedans, sauf que le bébé ne voit absolument rien, parce que le premier temps, il voit bien que du rouge et du blanc, il voit que des couleurs. Alors, s'il voit que du noir, il voit rien. C'est-à-dire, donc ça n'a aucune utilité. C'est-à-dire, voilà. Si déjà tu m'as chauffé, je te réponds. À moins que ce soit le Rav Kook. Le Rav Kook, on le voit tout. On lui met des raves tsioni comme ça avec du Voilà, bleu. et bleu et blanc, il y a déjà plus de. Pour réveiller l'essence. C'est-à-dire, mais pour les titsiotes, il faut attendre en général que l'enfant il soit propre pour vraiment avoir les titsiotes. C'est-à-dire, en général, ça va plus ou moins, pour ceux qui ont la tétine, ça va plus ou moins avec la fin de la tétine. C'est une sorte de cérémonial. Là, on est grand, on n'a plus de tétine, mais on a les titsiotes. C'est-à-dire, il y a les airs, donc on a dit, mais tout ça, encore une fois, ça se fait progressivement. Les athlètes. Mais Noam, Be'ava, délicatement, avec amour, Kedesh Hadavar, Lo Yira'e la Yeled, Kekfia, Ve Yafor Liot Sanu Be'enav. On ne veut pas, au bout du compte, que l'enfant grandisse avec la haine de ce qu'il a à faire. Il faut que ça devienne une évidence que quand je m'habille le matin, la Havdil, j'ai des chaussettes, j'ai une chemise, j'ai les tzitzit. Et que je suis même content de m'habiller comme ça. D'accord? De la même manière que, en ce qui me concerne, mon fils Baruch Hashem est bientôt bar mitzvah, et on a déjà acheté le petit Techelet, parce que maintenant, ça y est, il va mettre Baruch Hashem le fil Tchelet. Pendant toutes ces années, il a appris à faire le nœud séfarade pour les tzitzit, pour le talit katan et Baruch Hashem le talit gadol. Maintenant, il est content parce qu'il va voir, allez, on passe à la phase suivante. Voilà. Raoul est la vente. Peoula, Kazot, il est intéressant et il est important d'adjoindre à ces activités qu'on ramène justement, eh bien, des histoires, des jeux, d'accord, des jeux pédagogiques. Raoul et la vote Peoula, Kazot, Vechen, Mizot Acherot, Bessipurim, Vemamarim, Irabotenu. De ramener des contes, des histoires chassidiques. Il y a un musée à Tzfat, entre parenthèses, j'ai oublié son nom, mais il y a un musée à Tzfat très didactique sur tout ce qui est Soferstam. Et l'enfant, il peut s'essayer à écrire sur un parchemin. Après, il y a une chasse au trésor sur les tefilines et la valeur de ce que c'est, comment est-ce qu'on construit des tefilines. Et il y a un jeu comme ça où on appuie sur le bouton, on répond à des questions avec un grand écran devant soi. Plein de trucs, c'est super sympa ce musée. Vous savez, quand les enfants étaient un peu plus petits, et le rapport à Sefer Torah, le rapport à des tefilines, tout ça, encore une fois, qui est ludique et sympathique. Ou Merabotenu, Arishonim, Achronim. Encore une fois, des histoires de nos maîtres et qui est important. D'accord? Je dis toujours, à mon grand désarroi, que je m'endors. Ça m'est arrivé souvent de m'endormir avec Astérix, avec machin, genre coucher lire une bande dessinée. Et quand je vois ce que lit mon fils, je me dis, je suis un coffre. Mon fils, il dort avec Sipouret Tzadikim, il dort avec. Et moi, je m'endors avec Tintin. Baruch Hashem. Kagon, הסיפור המפורסם של הרב קוק,
Ah, chez Beyal Douto, il y a une histoire qui est bien connue, que quand le Rav Kook, il était petit, alors Ayam Mitorer Balaïla, il se réveillait la nuit quand la kippa, elle tombait de sa tête. C'est ça. Alors tout ça, encore une fois, n'est pas pour nous encourager à devenir le Rav Kook, Alvaï, mais pour être conscient, encore une fois, de la grandeur du Rav Kook et de l'implication de la kippa. Dvarim Elo, et Cholim Ligrom la Yeled, et c'est ça qui, au bout du compte, peut encourager, amener l'enfant, les Ov et Peulat Ravishat Akippa. On aime la kippa. La coutume, même si elle n'a pas forcément de sens en tant que telle, mais la coutume, au bout du compte, que quand la kippa, elle tombe, on l'embrasse, eh bien, il ne faut pas la mépriser. De la même manière que le rapport d'un Sefer Kodesh qui tombe par terre et qu'on embrasse, il y a un rapport d'amour, il y a un rapport d'affection à ce qui relève du Kodesh. D'accord? Quatrième point. Efshar la tri l'argil et tayeled le chavishat akipa, bezmanim, tu vois, Noam, je te parlais de la nourriture, bezmanim ou bemekomot mesuyamim. On s'habitue à avoir la kippa à certains moments, jusqu'au moment où l'enfant est suffisamment apte à avoir, encore une fois, cette kippa toute la journée. À un enfant, on va acheter peut-être une kippa qui est colorée, qui est belle, qui est festive. Peu importe. Quelque chose qui tient sur la tête, qui ne l'empêche pas de jouer. Si au bout du compte, la kippa, elle l'empêche de pouvoir jouer avec ses copains, alors ce n'est pas agréable. D'accord? Quand il étudie ou quand il entend une histoire de la Torah, dès le plus jeune âge, alors on va raconter une histoire, un conte à son fils, et si pour Chachamim, on va dire, alors maintenant on va étudier la Torah, alors on met la kippa. C'est-à-dire, chaque chose, encore une fois, en fonction de la capacité de l'enfant, d'abord parce qu'on aime la kippa, et progressivement, encore une fois, parce qu'il y a une obligation quand on va faire une mitzvah, on va manger, on va faire une bracha. La reine, niré chez Kedai, chez Trilat Ravishat Akippa, Tease Begila Mugdam Beyoter. Comme je dit tout à l'heure, même si on n'a pas fixé d'âge en fonction de la maturité, il est clair, je répète, que plus c'est fait jeune, sympathiquement, normativement, plus l'enfant, encore une fois, perçoit cela comme une évidence. Et pour la jeune fille, c'est pareil. À un âge où elle est encore trop petite pour mettre que des jupes, des cédères, mais dans ce cas-là, on va l'habituer à mettre des jupes, évidemment s'habiller de manière pudique, à des moments privilégiés. Tu vas à la synagogue, donc évidemment, on va s'habiller avec la belle robe. La fille, c'est naturel de s'habiller en robe. Moi, j'ai ma fille, ma dernière fille, quand elle avait 2 ans, elle ne voulait plus mettre de pantalon. Donc, c'était même pas la peine de discuter. Bon, prochain. C'est là. Après, quand elle est allée au GAN, je rigole toujours là-dessus parce que ça m'a fait rire. Maintenant, ça y est. Mais quand elle était au GAN, ma femme, elle lui a dit que non, c'est pas la peine de mettre les collants. C'est-à-dire, parce que la fille, elle voulait mettre les collants quand elle avait 2 ans. Et j'ai rigolé, j'ai dit à ma femme, on dit Baruch Hashem que ce soit ça nos problèmes. C'est-à-dire, avec les années, avec l'adolescence, il n'y a plus de collants et la jupe, que Dieu fasse qu'elle reste comme il faut le plus longtemps possible. Mais c'est ça la base. Pour que l'enfant, encore une fois, comprenne bien combien c'est quelque chose d'évident, quelque chose qui a de la valeur. Baalat erech mitzvati Elohim. Akash Baruch Hu, il veut qu'on ait la kippa sur la tête. On ne met pas une petite kippa. On ne met pas au bout du compte, allez, on fait semblant d'avoir la kippa. Non, on met une belle kippa. Tout ça avec un seul objectif, justement, de construire progressivement le rapport de l'homme, le rapport de l'enfant, à Akash Baruch Hu, à la Hirat Shamayim. Et pourquoi la kippa d'Afka? Et pourquoi j'ai pris la kippa en premier lieu? Parce que d'abord, et ça reprend aussi la remarque, la question de Nissim, il faut d'abord recevoir Ol Malchut Shamayim. Et quand on a reçu Ol Malchut Shamayim, alors on reçoit Ol Mitzvot. On ne peut pas, au bout du compte, recevoir réellement le joug des mitzvot si d'abord on n'est pas intimement rattaché au roi. Et cette rattaché au roi passe par le biais de la kippa. D'accord? C'est clair pour ce premier point? Mais un enfant qui vient par exemple à la synagogue et il met la kippa, mais il la retire, il va jouer, il revient. Pas il va jouer, mais bon, il est un petit peu discipliné, il retire la kippa, etc. Et cette fille-là, s'il a fait sans la kippa, c'est assourd de sortir. D'abord, c'est un problème, et le vrai problème, avant même de parler de ça, c'est le fait même qu'il vienne à la synagogue. Un enfant qui ne sait pas se comporter à la synagogue, tu lui dis, c'est un privilège de venir à la synagogue. Si tu n'es pas capable de te comporter quand tu viens à la synagogue, tu ne viens pas à la synagogue.
Il faut lui faire Nissim, comprendre que c'est un mérite d'aller à la synagogue. Nissim, d'aller à la synagogue. Nissim, entre les lectures de la Haftara et de la Torah, tes enfants, ils n'ont pas le temps d'aller jouer. Ah, Merci, Ethan. ça va? Mais au grand, faut pas qu'il ait le sentiment qu'il te fait une faveur de venir à la synagogue. C'est un privilège de venir à la synagogue. C'est un privilège qu'on a de parler avec Akadosh Baruch Hu. Comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, si l'enfant il est capable de s'asseoir, très bien. Ça dépend de l'âge. S'il n'est pas capable de s'asseoir, mais que malgré tout, tu veux l'éduquer à venir à la synagogue, alors tu vas l'encourager à rester un laps de temps à la synagogue, à la prière, et après va jouer, sort. Mais jamais, au grand jamais, d'obliger un enfant qui n'est pas capable de rester assis pendant toute la tfila s'il ne sait pas lire ou s'il n'a pas encore une fois ce rapport. C'est pas grave à la rigueur s'il est capable de s'asseoir, qu'il lise les Teilim, qu'il lise la parashat la Shavua dans la parashat Mesaperetli, s'il pourrait être sadikim, on s'en fiche. C'est pas le plus important. Fais Kiryat Shema et regarde les dessins sur la paracha, je ne sais pas quoi. Ce qui est le plus important, c'est qu'il comprenne la valeur de ce qu'il est en train de faire. Si au bout du compte, on encourage un enfant à venir avec un vélo, avec un ballon à la synagogue, on a perdu l'effet que représente la synagogue. D'accord? Achab, juste pour terminer, une citation du Rav dans Igrot Araya. Je peux poser juste une petite question. Ah, Bechavod. Comment est-ce qu'on réagit quand justement on amène l'enfant à la synagogue et qu'il est prêt, on va dire, à ne pas jouer, etc., mais qu'il voit tous les autres enfants avec le ballon et le vélo à côté? Comment? Et qui vient nous voir et dit, moi aussi j'ai envie. Qu'est-ce que C'est une vous très lui grande, répondez? c'est une question, une très grande question. C'est vraiment, c'est une vraie question. D'abord, la problématique, c'est que tu n'as pas envie d'être méprisant avec personne. C'est-à-dire. Maintenant, je vais te dire un truc. Mes enfants, depuis leur plus jeune âge, avec toute cette problématique-là, je les ai habitués à venir à la synagogue. Bon, mes filles ne viennent plus parce que c'est des filles et qu'il n'y a pas de filles qui viennent à la synagogue, mais mon fils, il vient depuis son plus jeune âge. Et au bout du compte, c'est le seul, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, je ne parle même pas de la période quand même, c'était le seul enfant à la synagogue. Parce qu'à Akko, dans les synagogues de Akko, il n'y a que des vieux. Et même dans la synagogue du Garin, on n'amène pas forcément son enfant à la synagogue. Naturellement, l'enfant, si tu l'orientes comme il se doit, eh bien, il est le mimésis de son père. Ça veut dire qu'au bout du compte, eh bien, c'est l'occasion d'en discuter avec lui. Peut-être après la tfila ou avant la tfila. Mais il est certain que l'enfant, il comprend pourquoi est-ce qu'il est venu ici à la synagogue. Il n'est pas venu pour jouer. Il est venu pour être au bout du compte, pareil, dans le respect de la tfila. Ce qui est très à la mode dans plein de familles religieuses, c'est quand il y a le rav qui fait la dracha, tous les jeunes, ils sortent. Ça m'est totalement insupportable. Le respect de la Torah, on l'enseigne justement là aussi. Il faudra savoir sur quoi tu es pointilleux et sur quoi tu n'es pas pointilleux. On a jeté des bonbons à la synagogue. Tous les enfants s'empressent pour aller chercher les bonbons. Voire même certains vont rester à côté de la bima pour attendre les prochains bonbons. Et toi, tu vas, si besoin est, surtout c'est le plus jeune âge, tu rappelles ton fils parce que tu suis le chumash, tu suis la Torah avec lui. On met le doigt, on suit ensemble la paracha. Et progressivement, il y a une évidence. Je dis encore une fois par expérience, il y a plein d'enfants qui sont là, et quand je leur dis justement, mais il est où votre père? Allez chez votre père. Mon fils, je n'ai pas besoin de lui casser la tête pour dès qu'il entend au bout du compte qu'il y a quelqu'un qui fait la bracha, hop, il vient se rasseoir à côté de moi, mais il est grand, il a 12 ans, je vous l'accorde. Mais tu fixes au bout du compte ceux qui te paraît, comme on l'a dit tout à l'heure, ceux qui te paraissent réellement importants. Il ne faut pas avoir peur de dire à son fils qu'on est à la synagogue pour être à la synagogue. Pas pour être au jardin d'enfants, pas pour être au cirque, pas pour être je ne sais pas où. Mais il faut le faire de manière sereine, de manière cohérente, encore une fois. D'accord? Ça va pas le repousser de voir tous les enfants aller et lui être à part? Écoute, j'ai un problème. Chez mon fils, chez mes enfants, Birklal, on a une autre difficulté, c'est que c'est exactement l'inverse qui se produit. Il y a un côté un peu, ça les fait rire, quoi.
mais parce qu'on leur a enseigné dès leur plus jeune âge, que j'avais déjà soulevé, sur le fait qu'il y a des comportements qui sont cohérents et des comportements qui ne sont pas cohérents par rapport aux valeurs de la famille bénita. Donc, à chaque chose que j'entends, eh bien, à chaque chose que moi, 12 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, ce que vous voulez, je réfléchis si au bout du compte, eh bien, ça me convient ou ça ne me convient pas. Est-ce que ça convient aux valeurs que j'ai reçues de papa et maman ou non? Mais là, encore une fois, j'aurais envie de vous dire, c'est une garantie, c'est un bouclier? Pas forcément. Parce qu'arrive à l'adolescence où au bout du compte, on a construit ce bouclier pendant des années. Et à ce moment-là, au niveau de l'adolescence, on a envie d'avoir des copines ou des copains. Et alors, il y a une vraie difficulté, justement, comment est-ce qu'on arrive à affronter cette problématique qu'on est un petit peu un extraterrestre. Donc, on n'est pas garanti à 60%. Mais ça donne au bout du compte des bases. Même si à l'adolescence, encore une fois, il y a une construction et il y a une évolution par rapport à ça. Si pour vous, c'est clair, ça sera clair pour votre enfant. Il ne faut pas, au bout du compte, laisser croire ou laisser percevoir que le pauvre gosse, il va souffrir. D'accord? Grave. Ok. Mais en Israël, que les écoles, en général, c'est comment on appelle ça? C'est des internats. Alors, l'enfant, il est là, il est que le Shabbat. Maintenant, toute la semaine, il n'est pas là. Comment je peux Beaucoup moins maintenant. Et là, tu parles déjà des adolescents. Bah oui, et je suis contre l'internat. Mais c'est à ce moment-là que ça commence le problème. Non, ça peut commencer je reprends la question de Hillel, ça peut commencer à des âges très avancés, justement par l'influence sociale. Okay. Il y a des valeurs que tu défends dès le plus jeune âge, ce qui est important pour toi. D'accord? L'adolescence est une période charnière, je te l'accorde, mais on ne commence pas à éduquer son enfant à 15 ans, ni à 18 ans. On commence à éduquer son enfant à moins 0 ans. Au plus tard, à 2 semaines. J'ai appris de Manitou, je ne sais pas si vous l'avez soulevé, l'importance de la femme dans sa possibilité d'allaiter son enfant. Pourquoi? Parce que naturellement, le bébé apprend que pour avoir quelque chose, il faut faire un effort. On est à 0 jours. Dès le départ, à 8 jours, il vient de naître, tu lui apprends que si tu veux être juif, tu dois être prêt à te battre et tu dois être prêt à souffrir. Ça, c'est à 8 jours. Ce n'est pas à 15 ans. Ça veut dire être prêt à affronter le monde entier. On est, Baruch Hashem, des Hébreux. Pas avec des taches noires, des Hébreux avec un H. C'est ça? On est ivri. Le monde entier va à droite, c'est rare. Le monde entier va à gauche, nous, on va à droite. Voire même extrême droite. C'est ça? Et ça ne nous pose aucun problème. Nous, on ne bouge pas notre ligne. Il faut être à l'écoute, il faut entendre, mais il faut savoir au bout du compte quelles sont les valeurs que, encore une fois, vous allez transcender, que vous allez soumettre à vos enfants et qui sont des valeurs, encore une fois, des normes de vérité. C'est ça? Et je me permets de te dire, entre parenthèses, parce que j'ai vu tes parents, j'ai eu ce privilège de connaître un peu tes parents, je n'ai pas été étonné quand j'ai vu tes parents. C'est là. Et je ne dis pas ça pour faire des fleurs, je le pense sincèrement. Pour les gens que je connais, encore une fois, un peu. Tu vois une cohérence, tu vois une droiture. Et il sort, Baruch Hashem, encore une fois, il n'y a jamais de garantie. Mais il sort au bout du compte. J'ai vu cette humilité, j'ai vu cette simplicité, et je trouve qu'encore une fois, c'est une grande valeur, c'est une grande norme. Les enfants ne sont pas non plus, à grande majorité, la contradiction des parents. À moins qu'il soit passé, encore une fois, des choses absolument dramatiques. C'est un sujet à part entière. C'est clair? Achav, dernier point pour terminer, nous dit le Rav. Kol asher, nitzaref el achinoch, kol midat tova, venilmad et benenu, et alimudim anotnim parnasa vekavod le'adam, metzuraf el Torah, yitchazek veyosif omet isoda shel Torah. Que nous dit le Rav Kook dans Igrot Raya? Tout ce qui est au bout du compte, dans l'éducation qu'on va donner, et les bonnes valeurs qu'on va enseigner à nos enfants. Si on leur enseigne des choses qui vont leur permettre aussi d'avoir une bonne parnassa et d'être respectés justement en tant qu'hommes, eh bien ça s'ajoute à la Torah. Ça ne vient pas remplacer la Torah. Ça vient s'adjoindre à la grandeur, à la force
fondamentale de la Torah. Ça veut dire que quand on va justement expliquer à nos enfants, je rigole parce que je vais dire pourquoi je rigole dans 2 secondes, que quand on va expliquer à nos enfants que oui, les mathématiques c'est important, que oui, les niflot aboré, que la biologie, les merveilles du Créateur c'est important, parce que ça s'inscrit justement dans la grandeur de Torah. C'est-à-dire, pourquoi je rigole? Parce qu'un des gros problèmes des enfants qui sont éduqués au Hashem Mamash dans la Torah, ils ont un gros problème avec l'anglais. C'est-à-dire, la langue étrangère. C'est une tannée. C'est-à-dire, et combien de fois j'ai dit à mes enfants, et mon fils en l'occurrence, mais tu sais, les sages du Sanhédrin, ils parlaient les langues, ils parlaient l'anglais, donc c'est important d'apprendre l'anglais quand tu seras au Sanhédrin. Et la réponse de mon fils a été de dire, ça va, quand je serai au Sanhédrin, j'apprendrai l'anglais. Maintenant, ça me saoule. C'est exactement la problématique. Mais en tous les cas, tout doit s'inscrire dans cette cohérence qu'un accroissement de connaissances, de sciences, de mathématiques, de pensées, de livres très ouverts, de n'importe quoi, tout ça s'inscrit justement pour renforcer la grandeur et la valeur essentielle de la Torah. Si au bout du compte, tu es devenu ingénieur, mais que malheureusement, tu es quelqu'un de totalement immoral, eh bien, il est évident que tu es passé à côté de ce qui est essentiel en tant que juif, en tant que valeur qu'on t'a transmis et que tu transmets à ton tour. D'accord? Rabota, est-ce que c'est clair? Grave. Okay. Vous avez dit quelque chose là que c'était un remède comme quoi vous dites à votre fils qu'il fera partie du Sanhédrin. Moi, j'avais entendu déjà le Rosh Yeshiva, il avait dit une fois qu'un danger dans l'éducation des enfants, c'est qu'on lui met des aspirations trop grandes et qu'après, il a du mal s'il a l'impression qu'il n'est pas au Med Bahem. Qu'est-ce que vous pensez sur ça? Déjà, comment on doit éduquer l'enfant? On doit le faire rêver ou on doit... Par rapport au Kodesh, il faut comprendre que tout s'acquiert avec le travail. C'est certain. Mais quand on a des aspirations trop grandes, il faut le prendre avec ce ton-là. Ça veut dire, encore une fois, je suis content que mon fils il réagisse comme ça, mais j'essaie de l'encourager pour qu'il apprenne l'anglais comme il faut, quoi. C'est-à-dire, ce qui n'empêche, encore une fois, que même quand tu vas parler de choses diverses, ça doit, Erchéou, se rattacher au Kodesh. D'accord? Pourquoi vous n'apprenez pas le français? Pardon? Pourquoi vous n'apprenez pas le français comme ça là derrière? Pourquoi? C'est important. Mes enfants sont nés avec la Shana Kodesh, ils ne parlent pas un mot de français et je m'en porte très bien. Il n'y avait pas de français au Sanhédrin, à ce qui paraît. Non, il y avait des Algériens, mais il n'y avait pas de français. Alors l'arabe. Ça y est, je l'ai chauffé. Mais ils mangeaient la pkaïla. Il paraît qu'au repas, quand tu faisais pour l'Aïd, que tu as vu la Levana, il paraît que le repas qui était servi, c'était la pkaïla. Donc peut-être, les Tunisiens, semble-t-il, rattachés. Ça veut dire? Tov Rabotai. La suite, la semaine prochaine. תודה. ניצל, תודה. Shavua Tov, Tiskol HaMitzvot. שבוע טוב, תודה. ביי ביי.